Allô? Allô? Oui. Di Baramo. Voilà, si, monsieur le ministre. Baramingi. Baramingi. Alors, il est qui Chabrak. Alors, merci, hein, merci na exercice à la Sarazo. Et avec un exercice, on a un peu de mal à voir les autres membres du gouvernement se prêter à cet exercice-là. Et vous êtes quelque part le seul Chabrak. qui se permet, qui prend le risque quand même d'affronter la population. C'est quelque chose qui est appréciable. Je suis au service du peuple souverain. Très bien, je vous félicite pour cet exercice-là en tout cas. Alors, j'ai trois questions. Oui. J'ai trois questions qui concernent principalement la Constitution. Je vous ai déjà entendu dire que l'ancienne, enfin la Constitution en vigueur, celle du 30 mars 2016, empêche la République centrafricaine sur plusieurs niveaux pour son développement. Et vous avez l'habitude de citer, en tout cas de nous dire que l'ex-puissance coloniale avait des textes de loi, avait voté des textes de loi qui empêchaient clairement l'exploitation de notre sous-sol. Et le discours qu'on entend très souvent, c'est que le sol centrafricain à une certaine hauteur, en tout cas le sous-sol centrafricain à une certaine hauteur appartient à la RCA, et au-delà d'une certaine hauteur, effectivement, on n'a plus le droit de faire quoi que ce soit dessus. Donc j'aimerais que vous nous citez ce fameux texte de loi qui dit cela, les articles qui mentionnent ce qu'on a toujours entendu, parce que vous aussi vous le dites. J'aimerais que vous me citez à moi, parce que moi ça m'intéresse, ce texte de loi, ça date de quand? Ça c'est la première question, elle date de quand? Et la fameuse loi, quels sont les articles qui mentionnent ce que vous avez toujours dit? Ça c'est ma première question. Okay. La deuxième question, oui, elle suit cette première question-là dans le sens où on sait qu'il y a des contrats, miniers qui ont été signés entre la République centrafricaine et certaines sociétés qui viennent de certains États. J'ai cru entendre dernièrement qu'il y a eu à peu près 7 ou 9 contrats, quelque chose comme ça. Je peux me tromper sur les chiffres, mais ce qui est certain, c'est que la RCA a signé des contrats miniers avec certaines entreprises qui appartiennent à certains États. Donc, ma question, si on avait une interdiction de signer des contrats avec des pays ou des sociétés pour l'exploitation de notre sous-sol, par quel mécanisme ces sociétés-là, ces 9 ou 7 sociétés ont réussi à signer un contrat minier avec la République centrafricaine? Ça peut être un contrat d'exploitation, d'exploration, peu importe. Mais comment ça se fait si on avait une interdiction? Et ma troisième et dernière question, j'espère sincèrement que j'aurai une réponse à celle-ci. Est-ce que vous pouvez nous citer, vous pouvez nous lister les rédacteurs de ce projet de texte, de ce projet de constitution, ce texte qui circule un peu partout? Est-ce que vous pouvez nous donner l'exhaustivité des personnes qui ont rédigé ce document-là? Merci. Voilà mes trois questions. Merci. Trois questions. Bien. Monsieur Chabrak. C'est ça. Chabrak. Voilà. Vous m'aviez posé déjà des questions du genre pendant mon débat avec Docteur Gondier. Et puis, vous êtes revenu pour me fustiger dans une petite vidéo que je fais de la démagogie, que je donne des réponses que ce n'est que de la langue de bois, et je cherche à imposer ça dans la tête des gens, à inculquer aux gens des fake news. Et après, concernant ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale, ou ceux qui ont obtenu la majorité après, comment est-ce qu'ils vont voter? Je vous avais donné une réponse. Et vous avez dit que cette réponse-là, ça vient de moi. Et puis après, j'irai voir dans mon petit milieu là-bas pour, voilà, concocter une stratégie de manière à ce que les gens aillent voter en désordre. Et vous avez donné l'exemple, vous pourriez traverser les 10 circonscriptions électorales de Bangui pour aller voter de manière frauduleuse. C'est ce que vous avez dit, et vraiment
cela m'a affligé et je pense que je ne voudrais pas aller aussi loin pour dire que ça frise un peu la malhonnêteté intellectuelle. Parce que vous-même, vous venez de dire que je suis le seul qui m'efforce, qui prend des risques. C'est un grand mot, prendre des risques. Que je prends des risques pour faire ce que je suis en train de faire alors que d'autres ministres pouvaient également le faire. Donc je trouve que vous me caressez dans le sens du poil. En même temps, dans ces caresses-là, il y a des longues griffes qui me déchirent la chair. Voilà. Je vais répondre à vos questions. Je vais répondre à vos questions. Alors, je commencerai par la troisième. Parce que chez vous, je commence toujours par la dernière question. La dernière. Vous me demandez de citer les rédacteurs. Je pense que cette question n'est pas pertinente. Quand j'attends comment est-ce que vous parlez avec éloquence, je pense que vous avez quand même un certain niveau. Aucun électeur en France ou ailleurs ne poserait cette question aux organes, hein, aux organes ou aux personnalités des pays américains, des pays français et autres pour leur demander qui a écrit, quels sont les rédacteurs de la Constitution de la 5e République française. Personne ne posera cette question, mais absolument, ni en France, ni aux États-Unis, et encore moins dans les pays africains. Vous savez très bien comment est-ce qu'on arrive à écrire une constitution. Vous le savez très bien. On part d'une consultation à la base. Cette consultation à la base, c'est de se rendre dans toutes les circonscriptions électorales de la République, c'est-à-dire dans toutes les préfectures. Faire des réunions avec les forces vives de chaque préfecture. Ces forces vives sont composées de, vous savez très bien, les chefs, les associations de femmes, ceux qui sont dans l'administration, qui représentent l'État de manière déconcentrée, c'est-à-dire les préfets, les sous-préfets, les maires, les associations de jeunesse, qui sont des associations, les Koliwaligara. On prend ce qu'on appelle leur desiderata. Et quand on aura fait le tour d'une république de toutes les circonscriptions, on va organiser ce qu'on appelle un forum. Nous l'avons vu en cas d'espèce, le forum de Bangui, qui a fondé la Constitution que beaucoup protègent et que d'autres querellent. La Constitution du 30 mars, c'est à la base d'un forum. De même, le projet de cette nouvelle Constitution, il y a eu de la consultation à la base et après il y a eu un dialogue républicain où toutes les couches sociales et les forces vives de la nation se sont réunies pendant 2 bonnes semaines pour discuter du présent et de l'avenir du pays en tenant comme référence ce que nous avons vécu depuis le 13 août 1960 jusqu'au jour J de la fin du dialogue républicain qui, à la fin, est assorti de plusieurs recommandations qu'on appelle les recommandations fortes. Dans le cas du Forum républicain, il y a eu plus de 600 recommandations fortes. Et de ces 600 recommandations fortes, on les a bien listées et ensuite, on prend des constitutionnalistes, on prend les gens de la société civile, on prend des gens de l'opposition, de la majorité, les représentants des femmes. Et ce sont ces gens-là qui vont se réunir et après cette réunion, la résultante de cette réunion sera une équipe hétérogène, pas homogène, une équipe hétérogène. Et c'est cette équipe-là qui s'est penchée
sur le projet pour la rédaction de ce projet-là. Et voilà comme ça que on fait une proposition de loi ou un projet de loi. Avant, c'était une proposition de loi. Cette proposition de loi atterrit sur la table du Conseil des ministres qui regarde et le Conseil des ministres le transforme en projet de loi. Et ce projet de loi-là, il y a deux façons de le voter et une seule façon de le promulguer. La première façon de voter cette loi, c'est que c'est au niveau du Parlement ou de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne la République centrafricaine, parce que l'Assemblée nationale assure pleinement le rôle du Sénat également. Donc l'Assemblée nationale est le Parlement. Et les gens qui sont au Parlement, on les appelle des députés. Et ces députés-là, ce sont les représentants du peuple. Et donc ceux-là, ils peuvent voter la loi, et la loi est promulguée par le chef de l'État. La deuxième manière de voter la loi, c'est que si ça dépasse l'Assemblée nationale, alors on fait appel au peuple souverain. C'est ce qu'on appelle le référendum. Et quand la Constitution, le projet de Constitution est voté par le peuple, promulgué par le président de la République, tous les rédacteurs s'effacent. C'est le président qui a promulgué une loi votée par le peuple souverain. Et donc, pour te dire concrètement, de manière explicite, de manière claire et limpide, les rédacteurs de la Constitution, une fois votés et promulgués, c'est le peuple souverain. Vous comprenez? Si vous voulez que je vous fasse une dessin, la loi, les textes de loi ne sont jamais écrits par des juristes ni des constitutionnalistes. Les textes de loi sont écrits par des ministres qui sont nommés. Qu'ils soient intelligents, analphabètes, illettrés, ce sont ces ministres-là nommés, même par connaît, comme on dit dans un français centrafricain, par affinité. Ce sont ces ministres illettrés, idiots, sans bagage intellectuel, qui font ces projets de loi. Et une fois ces projets de loi est validé par le président de la République, ce projet de loi va à l'Assemblée nationale trouver d'autres illettrés. Et ce sont ces illettrés à l'Assemblée nationale qui vont se mettre en commission. Et parmi ces illettrés-là, il y a des lettrés. Parce qu'on va trouver des anciens premiers ministres, on va trouver des anciens directeurs généraux, on va trouver des anciens ministres illettrés qui ont la chance d'être élus députés, on va trouver des gens du quartier qui sont aimés par leur population et qui deviennent députés. Ce sont tous ces gens-là qui se penchent sur des textes qui peuvent être même des textes, je ne vais pas dire bancal, des textes même mal écrits. Une fois ces textes votés par ces bandes d'illettrés, d'idiots, que vous qualifiez d'idiots et d'illettrés, et ce sont ces gens-là qui représentent le peuple, qui votent ces lois, et le président de la République promulgue. Une fois voté, le président de la République prend le texte et envoie maintenant aux juristes qu'on appelle les sages de la Cour constitutionnelle pour voir la constitutionnalité de ce texte de loi voté par le peuple souverain. Et après, le président de la République met son auguste signature et ce ramassis de textes devient ce qu'on appelle la loi fondamentale. Voilà ce que je peux vous dire dans un français centrafricain en ce qui concerne les rédacteurs de la Constitution. Les rédacteurs de la Constitution, c'est le peuple souverain. Bien. 2. Vous dites
que nos richesses naturelles sont contrôlées par la puissance coloniale à travers des contrats. Mais c'est des conventions. Il y a eu 11 conventions signées au lendemain des indépendances avec la puissance coloniale qui dit que le sol, le sous-sol à une certaine hauteur appartiennent à la France, du moins. Et si nous voulons, c'est-à-dire que, en bon français, je veux vous le dire, en bon français, c'est que la France a le droit de préemption sur nos richesses naturelles. C'est-à-dire que c'est lorsque la France ne peut pas acheter qu'elle nous donne l'autorisation de vendre à un autre pays ou à un autre investisseur. Et lorsqu'on vend ces richesses à cet investisseur, nous le vendons en dollars parce que les prix au niveau international ou les ventes et les achats sur le plan international se font en dollars américains. Mais notre monnaie, c'est le CFA. C'est le comptoir français en Afrique. Notre monnaie n'est pas convertible directement en dollars. C'est la France à travers le franc français qui est devenu aujourd'hui l'euro qu'on convertit notre monnaie. Ça veut dire que je vais vendre pour 1 milliard de diamants, de coton, de fer aux États-Unis, mais les Américains ne vont pas envoyer directement dans la caisse du Trésor centrafricain 1 milliard. Ils vont envoyer le milliard à la Banque de France. La Banque de France va faire la conversion en euros. Après, la Banque de France va faire la conversion en francs français. Après, la Banque de France va faire la conversion en CFA. Et puis après, la Banque de France va garder 50% de ce milliard-là. 50%, c'est déjà 500 millions. Il garde là-bas. Après, il prend les agios. Je ne dis pas les agios. Les taux de conversion en euros, en francs français. Ça peut aller jusqu'à 100 millions, 200 millions. Et donc, sur le milliard du dollar, nous allons recevoir à peu près 380 millions de dollars en Centrafrique. C'est grave. C'est-à-dire que lorsque vous vendez votre matière première, pays indépendant, pays souverain sur papier, depuis le 13 août de 1960, vous enrichissez un pays tierce. Vous enrichissez une banque étrangère et vous ne recevez que moins de la moitié de cet argent. Et l'autre moitié, la France dit que c'est elle qui assure la convertibilité de votre monnaie ailleurs. Et donc, si vous voulez acheter quelque chose dans un autre pays, vous allez passer encore par lui. Et si vous avez des dettes envers ce pays-là, c'est la France qui va prendre dans les 50% qu'elle a gardé et payer ses dettes. Si vous n'avez pas de dettes pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça fait 60 ans que nous vivons ça. Thésauriser l'argent des pays pendant 60 ans, ça veut dire que la France vit avec cet argent. Il place cet argent. Il construit ce pays avec cet argent. Il prête cette devise parce qu'il s'agit d'une devise forte qui est le dollar. Il le prête à ses entreprises, il le prête à d'autres États. Parfois même, il prête ça à la République centrafricaine avec des intérêts. On te prête ton propre argent. Voilà, mon fils Chabrak, le fait que ces conventions, qui sont encore valables jusqu'à aujourd'hui,
tant qu'on a le franc CFA, tant qu'on n'a pas révisé ces conventions, ces contrats, nous ne serons jamais un pays développé. Jamais, parce que nous sommes liés par ces contrats de dupes. Parce que tous les présidents qui ont précédé Faustin Archange Touadéra, s'ils touchent à ce segment, ils sont tout de suite giflés par le détachement de Boili, par les troupes françaises qui sont ici. S'ils ne sont pas ici, on les fera venir de Gabon ou du Tchad pour te gifler et te remplacer par un autre. Un autre qui lèche leurs bottes. Et c'est ça la vérité crue. J'espère que vous avez compris que ces accords coloniaux et le franc CFA nous infantilisent et nous réduisent en esclaves modernes. Et vous dites, quelle est la solution? Est-ce que le nouveau projet, le projet de la nouvelle constitution va régler cette affaire? Je dis oui. Parce que dans aucun texte de loi ou dans aucune loi fondamentale des 15 pays d'Afrique francophone ou des pays colonisés par la France, vous ne verrez pas ce qui est écrit aujourd'hui dans ce projet de loi-là. C'est-à-dire que la RCA a une monnaie nationale. Parce que le franc CFA, ce n'est pas une monnaie nationale. C'est une monnaie étrangère qui est frappée à sa manière. Les gens là-bas sont payés pour frapper ces monnaies-là. Et nous, nos banques centrales, les achètent à un prix prohibitif pour le mettre sur le marché. Aujourd'hui, dans cette constitution, on dit que nous aurons nos monnaies. Il s'agit des monnaies. Parce que nous sommes intelligents. Nous avons un président qui est intelligent. Nous avons un peuple souverain qui est intelligent. Ce sera une monnaie fiduciaire. C'est-à-dire une monnaie où vous pouvez toucher. En pièces, en billets de banque, vous touchez à la main. La monnaie fiduciaire. Il y aura une deuxième monnaie que vous ne pouvez pas toucher, vous ne voyez pas. Cela s'appelle de la monnaie numérique. Aujourd'hui, l'Occident, l'Union européenne, est en train de se battre pour avoir une monnaie numérique et l'officialiser dans tous les États de l'Union européenne. Nous sommes en avance. Nous avons le Sango Coin, qui est une monnaie nationale, monnaie numérique déjà, et à côté de cela, nous frapperons notre monnaie nationale. C'est écrit dans cette constitution. Ça fait bouger toute la France-Afrique. Tous les autres chefs d'État africains qui étaient sous la colonie française ont applaudi le président Touadéra. Les étrangers ont applaudi le président Touadéra. Et c'est les enfants du pays qui ne l'applaudissent pas parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Voici un levier pour l'indépendance et la vraie souveraineté nationale. Et vous allez voir plus tard, puisque vous me dites que qu'est-ce qui nous empêche de casser ces conventions signées avec la France dans les années 60. Qu'est-ce qui nous empêche? Mais c'est les constitutions que nous avons connues jusqu'à aujourd'hui, qui ne parlent jamais de nos richesses naturelles. À qui appartiennent ces richesses naturelles, M. Shadrach? Aujourd'hui, l'uranium appartient à la France parce qu'ils l'ont acheté. Ils l'ont acheté dans un OPA. Dans un OPA en Angleterre. Je peux le dire communément, une vente aux enchères. Sans l'accord de la République centrafricaine. Sans la présence d'un représentant
de notre pays. Ça a été vendu entre Uramine et Areva, qui a changé de nom aujourd'hui. Ça fait un scandale mondial international. Notre uranium dans son entièreté a été vendu, liquidé à 1800 milliards de francs CFA. J'étais au sommet France-Afrique et nous avons discuté de ça avec les autorités françaises. Ça a causé la chute du président Bozizé. Aujourd'hui, cet uranium ne nous appartient plus. Une partie de bloc pétrolier appartient à Conoco. Un autre bloc appartient à Grünberg. Plusieurs autres blocs ont été cédés aux Chinois. Parce qu'il faut qu'on aille au tribunal pour nous désengager, non, pour reprendre ces choses-là. Mais au tribunal, est-ce que nous allons gagner? Est-ce que nous allons gagner contre ces géants? La seule façon de nous approprier de nos richesses, c'est d'écrire dans la Constitution que désormais les richesses naturelles de la République centrafricaine appartiennent au peuple souverain. Une fois voté cette proposition, ce projet de loi, une fois voté ce projet de nouvelle constitution, c'est fini. C'est une sorte de nationalisation de fait, d'office. Et cette richesse-là appartiendra, une fois promulguée cette nouvelle constitution, au peuple souverain. Et le peuple souverain décidera de lui-même ou ses représentants à l'Assemblée nationale décideront de ce que nous allons faire de nos richesses. Vous dites que, aux deuxième question et la toute dernière, nous avons des contrats miniers. Nous en avons avec les Américains. Les Américains, les contrats miniers avec les Américains, avec les investisseurs américains si vous voulez, ou avec des capitaux américains, nous en avons une bonne dizaine. Avec les Français, nous en avons entre 6 et 7. Avec les Chinois, nous en avons 3. Avec les Russes, nous en avons 1. Et tout ça là, ça a été fait à la base du code minier, qui est une loi, qui sera remaniée lorsque la loi fondamentale sera votée et promulguée. Le code forestier également. Le code cadastral également. Tous ces codes-là seront remaniés, réarrangés, réadaptés selon cette nouvelle constitution. Et on sortira ces contrats un par un à l'Assemblée nationale parce que ces mines qu'on doit vendre à ces gens-là et qu'on n'a jamais vu l'argent, on doit expliquer ça à la radio, à l'Assemblée nationale pour que le peuple souverain sache avec qui nous avons signé des contrats. Est-ce que ces contrats-là ont été signés en bonne et due forme? On ne sait pas. Parce que la loi fondamentale qui est en vigueur, c'est-à-dire la Constitution de 30 mars, dit en son article 60, je vous le dis parce que je le connais par cœur, que pour donner une concession minière ou une concession forestière à un étranger ou à un investisseur, même à un local, à un national, il faudrait que le bureau de l'Assemblée, je dis bien M. Shadrach, le bureau, pas le Parlement, il faut que le bureau donne son accord. Vous avez vu le scandale qui a eu lieu? Il y a des gens qui ont été corrompus par des investisseurs à hauteur de 40 millions, à hauteur de 50 millions. Ça a éclaté lors du dialogue républicain. On a cité les noms de ces gens-là. Ils n'ont jamais été inquiétés parce qu'ils ont l'immunité. Ils n'ont jamais été inquiétés. C'est une mafia. Et cette mafia-là, si le bureau de l'Assemblée est de connivence avec la tête de l'exécutif,
alors ça va aller de partout, dans les poches du président de la République, du Premier ministre, du président de l'Assemblée, de son directeur de cabinet. Et personne ne pourra contrôler. Mais si c'est au Parlement, si les députés doivent siéger dessus, parce que tout ce que les députés font, c'est radiodiffusé, télévisé en direct. Mais quand vous allez consulter un président de l'Assemblée avec son bureau, la télé n'est pas là, la radio n'est pas là. Après, ils vont voir le président de la République, les autres. Entre eux, ils vont faire une petite mafia. Et voilà, ils vont suiler, ils vont avoir beaucoup d'argent, ils vont signer les trucs. Le président donne des ordres au ministre minier, et le ministre des miniers, il donne la constitution, et puis après. Et personne ne sait. Après, on se retrouve avec, voilà, 10 contrats, 20 contrats, 15 contrats. Et on n'a pas l'argent, on ne voit pas l'argent. Mais cette constitution va régler le problème. Parce que la discussion de l'attribution d'un permis minier ou forestier ou d'une concession quelconque relative à nos richesses naturelles, ces attributions seront discutées en plénière à l'Assemblée nationale et diffusées à la radio comme pour n'importe quelle loi. Et nous saurons, le peuple souverain demandera au ministre en charge des mines ou en charge des forêts d'exhumer tous les contrats là pour qu'on en discute à l'Assemblée nationale, qu'on voit est-ce que ça a été fait en bonne et due forme, combien on a payé, et nous sommes à quel stade de l'exploitation du pétrole. Parce que quand même, c'est depuis Bokassa jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années pour que le pétrole n'a pas jailli. Et ça, le peuple est en droit de poser la question dessus. Et ça, les autres constitutions ne l'ont pas fait, M. Shadrach. Cette constitution, elle va le faire. Voilà rapidement ces quelques réponses à vos questions. Et pour vous dire que vous dites, ces étrangers ont des contrats miniers. Mais pourquoi? Comment vont-ils nous payer? Quelles sont les interdictions, si j'ai bien compris votre question, avec les interdictions liées aux conventions coloniales et ces contrats où les Américains et les autres ont souscrit, comment ils font? Mais comment ils font? Quand ils vont payer, ils vont toujours passer par la puissance coloniale, par leur banque. Et le contrôle se fera toujours là-bas. Le contrôle se fera toujours là-bas. L'argent passe là-bas, ils vont prendre toujours les 50%, ils vont pas prendre ce qui leur intéresse. Et ils nous envoient même les 50% moins les taux de conversion là. Ils ne nous les donnent pas tous. Ils donnent à compte-goutte, à compte-goutte, à compte-goutte. Je l'ai dit un jour dans une émission Patara. Et un ancien premier ministre de nom Ziguele est allé là-bas pour me contredire. Il était allé pour me contredire. Non, c'est pas vrai, alors qu'il était premier ministre. Mais moi, j'étais ministre de l'Agriculture, je vendais du coton. On vendait du coton pour 7 milliards, mais on ne recevait que 2 milliards, 3 milliards. On a posé la question au directeur national de la Banque centrale ici chez nous, mais dis donc, mais on a vendu pour 7 milliards, mais pourquoi on n'a que 3 milliards? Il dit, mais les 50%, les 50%, c'est ça la règle de 2. C'est resté dans la Banque de France. C'est là-bas. Et voilà. M. Ziguele a oublié qu'il y a plusieurs pays africains qui sont en train de se mettre ensemble pour demander à la France de leur restituer l'argent thésaurisé depuis des années là-bas. Premier ministre, franchement, et un économiste de surcroît. Je pense que j'ai pris beaucoup de temps pour répondre à vous, M. Shadrach. Vous êtes satisfait? Allô, M. Shadrach? Satisfait? Oui, je vous écoute, M. le ministre. Vous êtes satisfait? Satisfait, non, parce que mes questions sont restées intactes, malheureusement. Mais lesquelles? J'ai pas eu de réponse à ça, mais merci. Mais lesquelles? Laquelle est restée intacte? Laquelle est restée intacte? Dites-moi. Bah, je vous ai demandé de me citer
formellement l'article qui dit ce que vous avez toujours dit. J'attends toujours cet article-là, malheureusement. Mais quel article? Mais vous avez la Constitution, vous avez le projet de Constitution entre vos mains. Parcourez et vous allez trouver, il y a un article qui dit que ces richesses-là appartiennent à l'État. Je vous ai cité un article de l'ancienne Constitution, l'article 60, qui dit que pour octroyer un permis ou une concession, il faut que ce soit le bureau de l'Assemblée nationale qui décide. Dans quel pays du monde un bureau de l'Assemblée nationale s'arroge des prérogatives de l'exécutif? Regardez, parce que si quelqu'un qui pose une question pour faire la comparaison entre deux choses différentes, c'est-à-dire la Constitution en vigueur et le projet, doit savoir la réponse au préalable. Ça veut dire que vous avez l'ancien document en main. Lisez l'article 60, s'il vous plaît. Si, honnêtement, lisez l'article 60 de l'ancienne, de la Constitution en vigueur. Là, tout de suite, j'ai pas le document. Ah ben, vous voyez, mais vous voyez, vous me dites de citer. Mais c'est pas de cette... Moi, je vous ai cité. C'est pas de cet article. Je ne vous parle pas des articles qui se trouvent dans la Constitution. Mais... Je vous parle de la fameuse convention que vous citez. Non, mais la convention. Comment voulez-vous, monsieur Shadrach? Nous sommes en train de discuter sur le projet. Que je vous ramène 11 conventions. 11 conventions signées en 1960 entre la République centrafricaine et surtout l'AEF, les autres pays, anciennes colonies françaises, anciennes colonies françaises, que je vous lise article par article. Mais on va finir ça après demain. Est-ce que vous ignorez-vous qu'il existe des conventions entre la République centrafricaine et la France concernant l'exploitation de... Vous êtes le seul centrafricain qui ne savait pas. Hein? Non, je ne l'ignore pas, mais c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. La question posée, je ne suis pas certain que c'est... On va en parler dans plusieurs articles. Il y a forcément un ou deux articles qui vont parler de ce que vous avez toujours dit. Oui. C'est-à-dire le sous-sol centrafricain à une certaine hauteur appartient à la RCA et au-delà de cette hauteur-là, c'est la France. Enfin, le contenu appartient systématiquement à la France. Et moi, je vous demande de me citer certainement... Je n'ai pas dit que ça appartient systématiquement à la France. Je vous ai dit que la France, c'est une façon de parler. La France a droit de préemption. Droit de préemption. D'accord. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un droit de préemption? Très clairement. C'est-à-dire que je suis... La France se positionne en termes d'achat, c'est la France d'abord. Bon, alors, pourquoi Pourquoi d'abord, dans un premier temps, voilà. Et si elle n'est pas capable d'acheter, à ce moment-là, on présente à d'autres pays. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, parce que vous avez mis beaucoup de temps quand même. Oui. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient bien poser d'autres questions. C'est ça. Tout ce que vous avez dit, j'ai écouté. Oui. J'ai écouté attentivement. Vous avez à un moment donné glissé sur la monnaie en parlant du compte d'opération, parce que quand on vend à l'extérieur, on est obligé de déposer les 50% ici. Et ces 50% là, ça garantit certaines choses. Oui. Vous l'avez pas mentionné. Mais si, je l'ai dit. Je l'ai dit. Vous parlez avec passion. Moi, j'ai dit que la France garde les 50% là je ne suis pas économique. Pour la convertibilité, pour payer nos dettes. La libre transférabilité. C'est ça. La libre transfert. Il y a plusieurs choses. Oui. Mais cet argent profite à la France. Cet argent profite à la France. Ils font des placements. Elle fait les placements. Français, effectivement, la France peut très bien placer. Je vais prendre quelqu'un d'autre parce que je vois que vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Quand je parle de la monnaie, d'une monnaie nationale. C'est une monnaie de la servitude. Oui. C'est une monnaie de la servitude. Et bien voilà. J'ai toujours dit. Voilà. Je ne suis pas en train de défendre cette monnaie. C'est ça. Je vous dis simplement, les 3 questions que je vous ai posées, moi j'attendais clairement des réponses sûres. Sauf que tout ce que vous avez dit, c'est très bien. Vous avez donné d'autres informations. Mais malheureusement, je ne suis pas satisfait des réponses. Mais voilà, vous ne pouvez... l'habitude de faire. Si dans votre tête, vous ne pouvez pas être satisfait, vous ne serez jamais satisfait. Parce que là, c'est comme si une dissertation de philosophie, hein. C'est pas une science sûre. Si c'était, on se met dans l'algèbre booléenne, si on parle cartésien,
Bon, 1 plus 1 égale 2, et puis c'est tout, hein. Mais là, on est en train de... Monsieur le ministre, oui. je prends l'exemple des rédacteurs. Ma dernière question. Je vais vous demander la liste exhaustive des rédacteurs de ce projet de constitution. Oui. Vous vous rappelez très bien que le premier comité avait été mis en place. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y avait une liste qui circulait avec des noms dessus. Oui. Des personnes qui sont censées, qui font partie de ce comité-là, qui sont censées rédiger ce fameux projet. Oui. On est d'accord là-dessus? Oui. Mais je vous ai dit que c'est des représentants. Balayé par la Cour constitutionnelle. Je vous ai dit que c'est des représentants de chaque société. Et je ne suis pas là pour citer nommément les gens. Je n'ai pas besoin de citer nommément les gens. Ça va nous avancer en quoi? Fallait me dire ça. Mais je vous ai dit qu'en fin de compte, le rédacteur, c'est le peuple souverain. C'est tout. C'est plus clair et plus précis. Le rédacteur de cette loi, une fois voté, c'est le peuple souverain. C'est lui le rédacteur. Une fois voté, mais pour l'instant. Oui. Mais ça, c'est un projet. C'est un projet de ce que le peuple souverain a dit pendant les forats. Et maintenant, on a pris des gens qui sont censés interpréter les textes de loi ou mettre des textes sous forme de textes de loi de ce que le peuple souverain a dit. Et donc, ceux qui ont écrit, ils n'ont pas inventé, ils ont écrit ce que le peuple souverain a dit en termes de textes de loi. Et donc, le vrai rédacteur, c'est le peuple souverain. Vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Allez, on va passer à... Je comprends ce que vous dites. Ah ben voilà. Mais je suis désolé. Prenez d'autres personnes, effectivement. Oui, je vais prendre Merci pour le temps. Une seule question. Voterez-vous pour oui ou pour non? Alors moi, c'est l'abstention. Moi, je ne vais pas voter bon, ni pour le oui ni pour le non. Je vais m'abstenir tout simplement. On se fait perdre le temps. Pour rien. Parce que voter pour oui... Non, voter pour abstention ou non, c'est toujours voter pour non. Hein. C'est une façon déguisée. Non. Pas du tout. Pas du tout. Elle n'est pas déguisée, ma position, monsieur le ministre. Oui. Au contraire, mais pourquoi vous allez vous abstenir? Pourquoi? Pourquoi? Parce que, tout ce qui a été fait jusque-là n'a pas forcément respecté nos textes de loi. On est d'accord que dans la Constitution qui est encore en vigueur, sur laquelle le président de la République signe des décrets, cette Constitution dit, à un article que j'ai pas en tête comme ça, mais pour modifier, pour réviser la Constitution, il ne faut pas, c'est comme ça que c'est dit, il ne faut pas que l'unité et l'intégrité territoriale soient menacées. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui... Oui, mais là, ici, on ne modifie pas. Si c'est plus le cas. Là, on ne modifie pas. C'est une nouvelle constitution. Je suis désolé, on ne modifie pas. C'est une nouvelle constitution. Quand les choses ne marchent pas, c'est le peuple souverain qui doit décider. Et ça, vous le savez aussi. Voilà. C'est la sémantique, monsieur le ministre. Mais bon, on ne rentrera pas dans ce débat. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions. J'attends une autre personne. Merci beaucoup, monsieur Shadrach. Merci pour le temps. J'attends demain pour vous lire encore. Vous allez faire encore un petit malin. Tout à l'heure. Allez, au revoir. Et quoi, Minazwe? Aïe, aïe, aïe. Au suivant. Alaga Egwe, elle a posé question Egwe. Amalengeti Centrafrique, elle a posé question Egwe. De que quoi là? Monsieur Shadrach, à Gouchulawe, à tout là. Même bien penser, il faut l'ongba, le mané encore si. Dès que quoi là?
Plus 40 786 824 288.